Salut, bienvenue sur Mediapart. Il y a 3 mois, du 27 juin au 5 juillet, des émeutes et révoltes ont éclaté en France après la mort du jeune Nahel Merzouk, 17 ans, tué par la police à Nanterre, par un policier à Nanterre. Une fois de plus, cette période a été marquée par des violences policières. Ces violences, Mehdi, Virgile, Abdel, Nathaniel, d'autres en resteront marqués à vie, blessés, mutilés. Moments rares, ils sont ensemble sur notre plateau aujourd'hui et ils témoignent, certains, pour la première fois. Vous regardez À l'air libre, c'est l'émission d'actualité et de débat de Mediapart. Évidemment, on se rappelle tous de ces images. Après la mort du jeune Nahel, tué par un policier à Nanterre, il y a eu des scènes de dégradation de bâtiments, 2500 selon le ministère de l'Intérieur, dont des mairies et des écoles, des milliers de voitures incendiées, des scènes d'émeutes, des magasins pillés et des élus parfois directement ciblés. Ces images, on les connaît par cœur et elles ont pu choquer. Mais durant ces émeutes, durant cette révolte des quartiers populaires notamment, il y a d'autres images dont on a moins parlé. Ce sont une nouvelle fois dans notre pays des images de violence infligées par les policiers avec des souffrances qui, pour certains, resteront imprimées dans leur corps toute leur vie. Dans cette émission, plusieurs personnes victimes de violences policières vont témoigner. Pascal Pascariello, salut, tu es avec moi, tu es journaliste à Mediapart. Tu suis notamment ce sujet des violences policières. On va les interroger ensemble, ces victimes, avec David Perrotin qui viendra un peu plus tard. Mais déjà, si vous voulez bien, pour savoir un peu précisément de quoi on parle, on va faire un point précis. À Mediapart, depuis cet été, nous avons dénombré les cas de violences policières graves, commises entre le 27 juin et le 5 juillet, dont nous avons connaissance à ce jour. En comptabilisant les affaires que nous avons couvertes et celles recensées par d'autres médias, on a dénombré 12 victimes graves de violences policières au moment de ces émeutes. Un cas mortel, Mohamed, décédé à Marseille dans la nuit du 1er au 2 juillet d'une crise cardiaque, probablement causée par un tir de LBD. Aymen, 25 ans, aurait été touché à la tête par une munition tirée par un policier du RAID en Meurthe-et-Moselle. Il a passé 25 jours dans le coma. Plusieurs jeunes hommes ont été éborgnés comme Mehdi, 21 ans, à la suite d'un tir à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, dans la nuit du 28 au 29 juin. Son papa Rachid sera avec nous tout à l'heure. Nathaniel, vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour. On va vous entendre dans un instant. Vous avez 19 ans, et vous avez perdu un œil à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. C'était, je crois, dans la nuit du 28 juin au 29 juin. Oui, c'est ça. Virgile, bonjour, vous avez 24 ans. Merci d'être là, vous aussi. Vous avez été, éborgné à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, la nuit suivante, la nuit du 30. C'est ça, oui. Et il y a d'autres personnes, ça ne s'arrête pas là. Abdelkarim, 22 ans, a été éborgné à Marseille dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. Il y a aussi le cas d'Abdel, 32 ans. C'était à Angers. Il a perdu un œil, lui aussi. On le recevra tout à l'heure. Jalil, 15 ans, éborgné à Chili-Mazarin dans l'Essonne, dans la nuit du 1er au 2 juillet. Il y a aussi cette femme anonyme, elle aussi privée d'un œil à la suite d'un tir de flashball. Elle se trouvait sur le balcon de son immeuble aux Ulysses, dans l'Essonne, dans la nuit du 29 au 30 juin. Dans la série des blessures très graves, il y a également le cas d'Eddy, laissé pour mort à Marseille, dans la nuit du 1er au 2 juillet, dont les images du crâne partiellement amputé ont marqué les esprits. Autre victime, vous, Caroline, bonjour. Vous avez été opérée d'une fracture du tibia et du péroné avec 5 mois d'interruption de travail à ce stade. Et puis, il y a aussi Othman, 36 ans, habitant de Marseille. Il a été tabassé par la police. Il sera avec nous tout à l'heure. Voilà pour cette première vision qu'on peut avoir un peu globale. Pascal, je l'ai dit, 12 cas de violences graves recensés. Est-ce que d'ores et déjà, aujourd'hui, on sait qu'en réalité, il y en a plus que, par exemple, à Mediapart, on n'a pas pu forcément raconter encore? Oui, il y en a bien plus, parce qu'en fait, il y a déjà des personnes qui n'ont pas osé porter plainte. Il y a des victimes qui ont peur d'être criminalisées, vues comme des personnes ayant participé aux émeutes, aux révoltes, ce qui n'enlève en rien à leur statut de victime, mais qui donc ont peur de parler de leurs blessures. Et donc il y a énormément de victimes qu'on ne connaît pas à ce jour. À la fin du mois de juillet, d'ailleurs, le président Emmanuel Macron expliquait qu'il y avait 28 enquêtes menées par l'IGPN, par la police des polices. On a sollicité évidemment la police des polices, l'IGPN, pour savoir
combien d'enquêtes étaient menées sur ces violences commises par les policiers, l'IGPN ne nous a pas répondu malgré nos relances. C'est le gros problème évidemment avec l'IGPN qui est absolument pas transparente sur les enquêtes en cours. Mais je peux donner 2 exemples pour comprendre comment on arrive en fait à percevoir que évidemment le nombre de victimes de ces violences est bien plus important. Et en fait le problème aussi c'est l'absence d'ouverture automatique d'enquête par le parquet notamment. Alors je prends le cas par exemple de l'affaire Eddy. Dans le cadre de l'affaire Eddy, il y a évidemment toutes les caméras de vidéosurveillance, les enregistrements de caméras de vidéosurveillance qui ont été visionnés par la police des polices. Il se trouve que 2 minutes après avoir tabassé Eddy, les policiers qui sont mis en cause dans ces violences commettent de nouvelles violences sur un jeune homme, des violences a priori absolument gratuites, signalées par l'IGPN auprès de la juge qui est en charge de l'enquête, et la juge demande à ce que le parquet ouvre une enquête, en tout cas que ce soit signalé auprès de la procureure de la République, Dominique Laurence, qui est à la tête du parquet à Marseille, afin qu'elle ouvre une enquête sur ces violences. Nous avons sollicité le parquet de Marseille, qui a refusé, là encore malgré nos relances, de nous dire si une enquête était ouverte sur ces violences commises par les mêmes policiers qui ont tabassé Eddy. Un autre exemple, c'est l'avocate de Abdel, un jeune homme qui a été éborgné à Angers, qui sera sur le plateau également ce soir, qui va témoigner ce soir. Son avocate a lancé un appel à témoins. Parce qu'elle sait qu'il y a potentiellement d'autres personnes concernées. Non, elle a lancé un appel à témoins pour avoir en fait les vidéos montrant, enfin essayant d'avoir le maximum de preuves sur ce qui est arrivé à Abdel. En ayant toutes ces vidéos, des témoignages, elle se rend compte que 1 minute à peu près au même moment, un autre jeune est également touché au visage et a de multiples fractures aujourd'hui, et lui-même n'a pas porté plainte, mais ça a été signalé au parquet d'Angers pour qu'une nouvelle enquête s'ouvre. Donc évidemment qu'il y a encore de nombreuses victimes qui, à ce jour, ne sont pas connues. Il est temps de présenter maintenant vraiment tout le monde sur ce plateau. Nathaniel et Virgile vous avez présenté tout à l'heure, Caroline aussi, et aussi avec nous sur ce plateau, Arié Halimi. Bonsoir. C'est votre avocat à tous les 3. Et Arié, en ce moment, vous publiez ce livre, L'État hors la loi, logique des violences policières. Ça vient de sortir aux éditions La Découverte. On va détailler vos histoires dans un instant à tous les 3, mais de ces moments, de ce qui s'est passé ces nuits-là, cet été, quelles images vous gardez en tête, là, encore aujourd'hui, Caroline? Moi, je comprends pas encore trop. Ouais. Je comprends toujours pas. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends toujours pas. J'ai pas encore digéré. J'ai pas encore. Virgile, quelles images, s'il y en a, vous gardez en tête ou qui restent dans la tête après tout ça? Forcément, quand on perd un œil et quand on subit la violence d'un choc à juste une dizaine de mètres d'un tir de LBD, ça peut traumatiser, ça peut choquer. Et forcément, ça laisse des séquelles que je vois tous les matins dans la glace. Donc oui, on y pense, mais voilà, on essaie de surmonter tout ça. Et vous, Nathaniel, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent en tête régulièrement? Moi, surtout, c'est le moment du coup où je reçois le choc. C'est juste, comment dire, c'est extrêmement étrange parce que, enfin, du coup, maintenant, je vois que d'un œil, mais je fais des rêves où j'ai encore mes 2 yeux, et le matin, au réveil, du coup, j'essaie d'ouvrir les 2 yeux et, juste, je peux pas, et très souvent, en tout cas, aussi au réveil, je me souviens de ça. De ce moment où, où tout n'allait plus, quoi. Virgile, on va un peu détailler ce qui vous est arrivé. Vous avez 24 ans, je l'ai dit, vous avez été éborgné à la suite d'un tir de LBD à Nanterre, donc cette fameuse nuit du 29 au 30 juin. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, dans une rue déserte, je crois, à ce moment-là de Nanterre, un peu tard dans la nuit? Oui, c'est ça. Donc j'étais sorti pour voir si jamais il restait quelque chose d'ouvert, une épicerie ou autre. Et
puis après, j'ai cherché à rejoindre mes amis et ma famille, qui étaient pas loin. Et donc, du coup, en empruntant une petite ruelle, j'ai croisé une patrouille de policiers à laquelle j'ai pas prêté attention. Donc, j'ai continué à marcher dans leur direction. Et quand ils sont arrivés à une petite dizaine de mètres de moi, moi, j'étais sur mon téléphone, comme quelqu'un de normal. Et puis, j'ai entendu « Hey, toi là, casse-toi ». Et quand j'ai levé la tête pour les regarder, j'ai reçu ce tir de LBD qui m'a enlevé mon œil immédiatement. On ne sait pas que c'est un LBD, à ce moment-là, c'est un coup, c'est quelque chose qui arrive, vous êtes... Si, je le sais, puisque je le vois, en fait. Okay. Vous voyez la lumière, c'est ça? Vous voyez je vois la lumière, l'arme. Je suis un ancien militaire, donc je vois très bien ce que c'est un flashball ou un LBD qui s'élève et il était relativement proche, donc je vois très bien ce qui se passe. C'est juste que forcément, j'ai pas l'œil assez aiguisé pour voir le projectile, mais la dernière chose que mon œil gauche a vue, en tout cas, c'est un LBD s'élever en direction de mon visage. Et comme je l'avais déjà expliqué à certaines personnes, mais je suis pas petit de taille, je suis pas très grand, mais je fais quand même 1m82, donc pour me tirer dans le visage, il faut épauler son arme très haut pour pouvoir tirer au visage. C'est beaucoup plus facile de me tirer dans la jambe ou dans le torse, si on voulait juste faire fuir, puisque le policier m'a juste dit « Hey, toi, casse-toi ». Donc c'est pas un contrôle qui a dégénéré, c'est pas pendant une émeute, c'est de la violence gratuite et ignoble, et donc c'est vraiment quelque chose de voulu, c'est pas un accident. Vous êtes amené à l'hôpital par 2 jeunes hommes inconnus en scooter, parce qu'à ce moment-là, Nanterre est barricadée, c'est très difficile de circuler. C'est ça, oui. Donc après, moi j'avais perdu mes esprits forcément, parce que je perdais énormément de sang avec la violence du choc que j'avais subi. Et ces jeunes-là m'ont trouvé et ont eu l'intelligence de me mettre sur leur scooter et d'essayer de me sauver la vie en m'emmenant à l'hôpital, parce qu'ils ont essayé d'appeler les urgences, mais les secours étaient indisponibles à ce moment-là, et donc les policiers essayaient de nous barrer la route, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, il y avait plusieurs barrages de police à différents endroits de la ville, et les policiers ne voulaient pas nous laisser passer pour aller aux urgences, c'est-à-dire ils nous ont dit de nous démerder et de nous casser encore une fois, en nous pointant encore une nouvelle fois avec les LBD. Donc, tant bien que mal, je sais pas trop, parce que j'étais pas très lucide à ce moment-là, forcément. Mais ils ont quand même réussi à m'emmener à l'hôpital de Colombes. Et même, j'étais tellement blessé gravement que même à l'hôpital, en fait, ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire pour moi. Ils ont décidé de me transférer dans le service ophtalmologique de l'hôpital Cochin à Paris. On découvre que là, vous avez plusieurs fractures, et je crois que d'ailleurs, ces 2 jeunes hommes en scooter, vous cherchez toujours leurs traces pour les remercier, ce que j'ai entendu dans une vidéo. Oui. Les conséquences, évidemment, de multiples fractures. Je crois que vous avez perdu l'audition à l'oreille gauche. Ça veut dire que vous, au quotidien, vous sentez, et vous allez probablement le sentir longtemps, les conséquences de ce tir. Je le sentirai toute ma vie, de par déjà juste la vue, et par on va dire, c'est comme quelqu'un qui juste... des fois, il y a des gens qui sont traumatisés par un simple vol dans la rue ou par même une simple agression physique. Moi, j'ai des séquelles à vie, donc c'est sûr que je m'en rappellerai toute ma vie. Vous dites que vous êtes un ancien militaire, chasseur alpin, c'est ça? C'est ça, ouais. Est-ce que j'ai eu des interviews où vous disiez, moi je comprends pas ce geste, un peu comme Caroline, c'est-à-dire je comprends pas ce geste parce que j'étais juste dans la rue. Oui, pour moi, c'est dans le pays qu'est la France, c'est très difficile d'entendre qu'il y ait des violences aussi gratuites et aussi intolérables pour moi. Je trouve je comprends pas comment des policiers peuvent circuler et décider de véhiculer autant de violence et surtout qu'il y ait autant d'impunité.
C'est surtout ça aussi que je comprends pas, parce qu'il y aurait beaucoup moins de violence si les policiers étaient immédiatement punis quand ils commettaient ce genre de violence policière. Et donc c'est surtout l'impunité qu'il faut combattre et dans laquelle il faut apporter, je sais pas comment dire, mais vraiment combattre pour changer ça, l'impunité des policiers en France. Arié Halimi, une enquête a été ouverte, je crois, auprès de l'IGPN par le parquet de Nanterre. Est-ce qu'on sait où elle en est, cette enquête? Comment ça avance? Alors, il y a même une plainte avec constitution de partie civile qui a été déposée. Au stade de l'enquête préliminaire, parce qu'il n'y a pas encore eu de juge d'instruction qui a été désigné, on n'a pas beaucoup d'éléments puisque le parquet n'a pas l'obligation de nous transmettre les éléments de l'enquête. On sait ce qui s'y passe par le témoignage de ceux qui sont auditionnés, notamment par Virgile ou d'autres témoins. Donc, a priori, on est dans une phase d'identification des policiers, de détermination de l'arme utilisée. Donc ça, il n'y a pas de doute possible sur, a priori, l'usage d'un LBD 40, et d'ailleurs, Virgile l'avait vu lui-même. Oui. Voilà. S'agissant de l'identification précise, on ne le saura que lorsqu'on aura accès au dossier, c'est-à-dire un peu plus tard. Mais objectivement, l'enquête avance correctement aujourd'hui. Qu'est-ce que vous cherchez, vous, Virgile, maintenant? Qu'est-ce que vous souhaitez? Comme je l'ai dit, je souhaite que les choses avancent en France, notamment concernant l'impunité des policiers, et ce qui fera automatiquement baisser les violences policières. Donc voilà, c'est tout ce que je souhaite. Pour vous, si vraiment, dans ces cas-là, les policiers étaient sanctionnés, il y aurait beaucoup moins de violences policières en France? Bien sûr, si, forcément, c'est comme pour tout. Si demain, en France, le vol n'est plus sanctionné par l'État, il y aura beaucoup plus de vols. Si le viol était sanctionné de 10 ans de prison, il y aurait beaucoup moins de vols. Caroline, je vous vois beaucoup acquiescer quand Virgile témoigne. Qu'est-ce qui vous frappe? Vous, je dis juste, vous avez 52 ans, vous êtes enseignante en Seine-Saint-Denis, c'est la première fois que vous témoignez, je crois. Vous, ça s'est passé le vendredi 30 juin, vers 3h du matin. Je crois que vous rentriez chez vous en vélo à Montreuil. Non, à Villetaneuse. À Villetaneuse, d'accord. Mais ça se passe à Montreuil, justement. Non, ça se passe à Villetaneuse, pardon. Excusez-moi, ok, d'accord. Donc à Villetaneuse. Voilà, d'accord, ok. Vous remarquez un camion brûlé près de l'hôtel de ville, vous échangez avec les policiers. Juste ce qui dit Virgile là, pourquoi je vous ai vu beaucoup acquiescer pendant qu'il parlait, qu'est-ce qui vous a frappé, puis après vous allez nous raconter ce qui vous est arrivé. Déjà, je suis en admiration parce que moi, ça va pas être à vif, c'est une jambe cassée, mais lui, il perd un œil, l'audition, et il est, je le trouve, très calme, très digne. Et avec, c'est ça, il n'y a pas de vengeance, c'est vraiment, ce que je me retrouve, c'est qu'on veut que la police, elle fasse son vrai travail. C'est-à-dire nous protéger, pas nous taper, pas... Et voilà, moi, je dirais les punir, mais aussi les sanctionner, mais surtout, peut-être aussi les former. Ça peut être une sanction-formation, on va dire. Alors racontez-nous ce qui s'est passé justement cette nuit-là, comment vous vous retrouvez blessé et donc avec 5 mois d'ITT à ce stade. Je venais d'une soirée chez des amis qui habitent à Montmagny, sur le chemin. Je rentre en vélo, on a mangé des huîtres, on a bu quelques verres de vin blanc. La vie, quoi. Ouais, on a joué aux cartes, on a fait une coinche. Et justement, on se disait, chez nous, vraiment, à Villetaneuse, il n'y avait pas eu, à Saint-Denis, même à Montmagny, il y avait eu la mairie de Taguet. Donc on se dit, Montmagny, c'est tranquille. Donc on se disait, bon, c'est peut-être les dealers qui calment tout, voilà, bon, bref. Je rentre chez moi normalement, et là, il y a un camion qui brûlait sur la place de l'hôtel de ville. Et je m'arrête, parce que déjà, je suis enseignante. Et je me dis, j'étais aussi sur la liste municipale des élections d'avant, j'ai fait la map, je suis dans le tissu associatif. Vous êtes impliqué, vous dites qu'est-ce qui se passe, je vais voir, les gens ils crient un peu, leur voiture, ils ont peur. Je reste un petit peu pour voir, je vois que ça va. Et je craignais un peu que j'ai des anciens élèves à moi, je m'étais dit, bon, je pourrais toujours... être un peu la médiatrice, j'ai encore une influence, ils m'appellent maîtresse Caroline, ils ont encore un peu...
Et là, il y a un groupe de policiers qui arrive au moment où je décide de partir, parce que voilà, je vois que ça va. Et le dernier... alors, j'ai un blackout. Hein, il y a un moment où je ne me souviens pas, et j'essaie de reconstituer. Oui, bien sûr, mais... souvent dans ce cas de ce genre de violence. Ouais. Et du coup, on échange, et ils me disent en gros de rentrer chez moi, parce que parce que c'est pas... On n'est pas en sécurité, c'est dangereux. Et là, je suis syndicaliste, j'ai fait le mouvement des retraites, j'en sors... Et je dis, mais calmement, hein, je dis, écoutez, moi, c'est quand je vois la police que je me sens pas en sécurité. Du coup, ça répond, ils me répondent, c'est vague, c'est flou, qu'est-ce que vous voulez, comment ça. Et là, j'explique, je dis, voilà, moi, c'est la police qui me met à terre sur les piquets de grève, je me suis pris des coups de tonfage, je me suis pris... voilà, on se prend... Et là, ça monte un peu, mais ce qui a vraiment énervé le policier, c'est quand j'ai dit, en même temps, je suis blanche, et donc je crois que c'est vrai que je crains moins que beaucoup de gens de chez moi, de Villetaneuse. Et là, je me souviens pas. Le souvenir après que j'ai, je suis au sol, j'ai les menottes, j'ai une douleur, mais j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Je crie, je dis bâtard, ils me disent cougar. Et des gens qui disent lâchez-la. Il y a un policier que j'entends qui dit non là il faut le démenoter là, enfin il faut lui enlever les menottes, et il voit qu'elle fait pas du cinéma ou quelque chose comme ça, et puis il me relève, je m'appuie sur lui, et après ils appellent les pompiers, et puis voilà, je vais aux urgences. Les conséquences, il y a cet arrêt de travail pour un long terme, donc possibilité de travailler aujourd'hui, ITT, et d'autres douleurs. Des douleurs, et puis en fait, ce qui m'angoisse, c'est que je sais pas ce qui s'est passé pendant ce temps-là. J'ai vraiment, je sais pas. Et il y a juste cette voix qui me libère quand j'entends c'est bon, non, elle fait pas de cinéma et tout ça. Là, je me dis comme si là, mon cerveau il se reconnecte un peu. Mais j'ai vraiment eu super peur. Et aujourd'hui, je me dis, mais heureusement que j'étais blanche, sincèrement, je me dis heureusement que j'étais blanche, parce que peut-être il se serait encore plus défoulé sur moi, je sais pas ce qui aurait pu se passer, encore pire. Si je peux rebondir sur ce qu'elle a dit, parce que je trouve qu'il y a des points très intéressants. Tout d'abord, le premier point, c'est que c'est une enseignante, donc qui n'est pas habituée à être confrontée à la police. Comme l'a dit, vous êtes une jeune dame qui n'a pas de problème particulier. Donc c'est difficile de s'imaginer la violence policière quand on ne la subit pas et quand on n'est pas confronté justement à la police, puisque j'imagine, je ne veux pas parler pour vous, mais j'imagine que vous ne faites pas contrôler de manière régulière, etc. Jamais. Ça vous était jamais arrivé ? Jamais arrivé. Mes amis, parce que j'ai beaucoup d'amis, voilà, et eux, oui, mais moi, jamais. Moi, on me laisse... Ouais. Et ce que je peux comprendre, hein, et enfin, je ne comprends pas ce comportement, mais voilà, c'est la réalité. Mais ce qui est grave, c'est qu'il y a une vraie montée en puissance de la violence policière, c'est-à-dire qu'avant, on allait dire systématiquement, oui, c'est normal, c'est les jeunes de quartier, c'est les dealers, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, c'est les dealers contre la police, c'est les jeunes un peu virulents de quartier contre la police. Sauf que, en fait, non, puisque, comme on l'a vu, effectivement, il y a des violences policières dans les quartiers et dans les banlieues en France, mais également contre les mères, les pères de famille, dans la manifestation des Gilets jaunes, par exemple, dans les manifestations des retraites. On peut voir également de la violence policière dans les manifestations des soignants. Même dans les personnels, les pompiers, quand ils ont manifesté, il y a eu des violences policières. Donc c'est pas simplement les jeunes de quartier qui sont victimes de violences policières, c'est en fait tout le monde. Il n'y a plus de catégorie sociale, tout le monde peut être touché par ces violences policières. Et ça montre tout simplement qu'il y a une réelle inflation de la violence policière en France. Ariel Halimi, dans un instant, on va écouter évidemment l'histoire, le récit de Nathaniel, mais ce que dit Virgile, qui par ailleurs est votre client, mais ce que dit Virgile, ça rejoint finalement un peu aussi ce que vous expliquez dans ce livre, c'est-à-dire une inflation, un État qui se met hors la loi.
quasiment au quotidien, en tout cas dans chaque mouvement social ou dès qu'il se passe quelque chose, en réalité, dans notre pays. Ah ouais, la question qu'on se pose, et que tout le monde se pose, est-ce que ce sont des bavures ou est-ce que c'est autre chose que des bavures ? Parce que quand on parle de bavure, on parle d'actes individuels par des policiers qui dérapent ou qui commettent une faute. Et on se rend compte au fur et à mesure, quand on travaille et quand on est avocat de victimes de violences policières, dans le mouvement des Gilets jaunes, aujourd'hui avec la loi retraite, plus tard avec les révoltes populaires, avec la quantité de victimes, on se rend compte qu'il y a des schémas qui se répètent. Et même on peut identifier des catégories de violences policières, mais qui concernent maintenant toute la population, effectivement. Au début, moi quand j'ai commencé comme avocat, c'était plutôt les personnes dans les quartiers populaires, plutôt des personnes racisées, noires, arabes, issues de l'immigration, souvent de l'immigration de pays anciennement colonisés, algériens, algériennes ou autres. Et finalement, il y avait une forme de justification, comme le disait tout à l'heure Virgile, parce qu'on se disait, bon, c'est un dealer, ou bien c'est un criminel, ou un délinquant, et finalement, c'est un peu les risques du métier. Et en fait, il y avait cette projection, un discours de criminalisation des victimes qui faisait que les victimes n'étaient pas considérées vraiment comme des victimes de violences policières, et on ne s'intéressait pas vraiment à elles. Et pourtant, ce phénomène existait. Et puis, il y a eu un transfert des outils des violences policières, comme les armes dites intermédiaires, c'est LBD 40 qui éborgnent et qui ont éborgné, vers les grandes capitales pendant le maintien de l'ordre. Et là, il y a une deuxième catégorie qui est montée en puissance, c'est ces violences policières dans le maintien de l'ordre qui visent spécifiquement les personnes qui s'expriment politiquement dans la rue. Et puis enfin, il y a une troisième catégorie qu'on voit exploser depuis 2016-2017, c'est les tirs sur les véhicules en mouvement et beaucoup de morts. Alors souvent aussi, dans cette catégorie, des personnes noires ou arabes et qui meurent parce que les policiers tirent. Ils disent au moment d'un refus d'obtempérer. On n'a pas toujours ces éléments puisque les instructions sont en cours, mais on voit qu'aujourd'hui, effectivement, pour répondre plus précisément à votre question, les violences policières sont devenues un outil. Il y a ce qu'on relève, quelque chose qui relève du système, c'est-à-dire que c'est pas systématique, évidemment, ce n'est pas tous les policiers, ce ne sont pas tous les policiers qui commettent des violences, loin s'en faut. En revanche, il y a quelque chose qui relève de l'instruction, de la hiérarchie, de la formation, du recrutement, et c'est pour ça qu'on peut parler aujourd'hui de violence policière systémique. Caroline, sur ce que dit Arié, qu'en dit l'enseignante, par ailleurs engagée dans la vie associative et syndicale. Ouais, ça faisait pas mal de temps que j'entendais mes élèves, une fois grands, qui me disaient on en a marre, on se fait contrôler tout le temps alors qu'on habite là. Donc nous, on essayait de leur dire mais c'est vrai qu'après, ça s'étend, et ça me fait penser aussi. Des fois, j'ose pas trop. Les gens me demandent comment vous êtes cassé, vous avez été au ski, c'est pas la saison, mais quand. Et des fois, je regarde un peu les gens avant de leur dire, parce que je sais pas comment ils vont le prendre. Il y en a direct, ils me disent oui, violence policière. Alors j'utilisais au début pas le mot. Et il y en a d'autres, c'est mais qu'est-ce que vous avez fait ? Comme si mais qu'est-ce que vous avez fait pour j'ai rien fait. Et c'est vrai que ça. On hésite, on a un peu honte. En plus, moi, ils ont dit que j'étais complètement bourrée, que j'avais bu, que j'étais ronde comme une queue de pelle, que j'étais agressive. Et on a un peu honte après. Merci beaucoup, Caroline. On va vous laisser repartir en coulisses pendant que la mère de Nathaniel va le rejoindre, et puis on va ensuite entendre le témoignage de Nathaniel. Merci beaucoup. Voilà, Agnès s'est installée et Pascal, tu vas poser quelques questions à Nathaniel. Nathaniel, vous avez 19 ans et vous habitez à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Et durant la soirée du 28 au 29 juin, vous avez perdu votre œil. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé ? Vous sortiez d'un anniversaire chez des amis ? C'est ça, j'étais chez des amis pour fêter l'anniversaire d'une autre amie encore. Et à un moment dans la soirée, on s'ennuyait, quoi. Donc du coup, moi, j'ai décidé de partir. Et il y a un ami à moi qui est venu avec moi. Et donc du coup, on
On est sorti, on est allé tout près de chez moi. Et sur le chemin, on avait vu, il y avait des choses en feu. Que c'était le désordre de partout. Et du coup, juste nous, on décide d'aller tout près de chez moi. Donc, on s'assoit, on parle et tout. Et à un moment, mon copain, il se retrouve un peu fatigué. Du coup, moi, étant donné que je faisais pas grand-chose de ma vie et que j'étais décalé, j'ai décidé de le raccompagner. Et quand on arrive aux alentours de la mairie de Montreuil, on descend une rue, et en descendant la rue, juste au bout, il y a quelques policiers, mais c'est tout. Et mais moi, je suis quelqu'un qui se retrouve très facilement, très facilement impressionné, intimidé, etc. Donc du coup, juste avec mon copain, je dis on va faire demi-tour, etc. Donc on rebrousse chemin, on remonte la rue. Et arrivé vers le haut de la rue, il y a des gaz lacrymogènes. Parce que, en tout cas, on sait ce que ça fait. Je suis déjà allé en manifestation, je sais ce que ça va procurer au corps, en tout cas. Et du coup, je dis à mon copain que on va encore rebrousser le chemin et juste s'abriter sous un porche, attendre, etc. Et quand, du coup, on redescend la rue, au niveau du porche, du coup, à partir de ce moment-là, c'est quand je suis devant, je reçois le projectile. Et je suis énormément sonné. Au début, j'ai pas tant mal, juste... je suis très... je comprends pas ce qui se passe. Tout ce qui est autour de moi, je comprends pas ce qui se passe. Mon ami, il se retourne, il voit que je vais pas bien, donc du coup, il vient vers moi. Il me demande ce qui se passe. Moi, j'arrive pas à parler, juste... je le regarde et il voit que du coup, ça va pas trop, parce que du coup, j'avais reçu un projectile au niveau du nez et de l'œil, juste là. Et du coup, tout le temps après, jusqu'à ce que je sois pris en charge par les pompiers, etc., sur le moment, en tout cas, mon œil que j'ai perdu, ou du moins, en tout cas, que j'ai perdu la vue, j'avais l'impression de toujours voir avec, et juste, quand les pompiers arrivent, etc., mes amis me demandent d'essayer d'ouvrir l'œil. Donc moi, je comprends pas la question qu'ils me posent, parce que je me dis, je vois très bien tout ce qui se passe. Et juste après, du coup, ils m'ont dit que mon œil, il s'ouvrait plus, ils ont pris des photos. Moi, j'étais pas très bien, et en voyant la photo, ça m'a pas mis très bien aussi, parce que je suis très, j'ai un peu peur du sang, des choses comme ça, c'est pas trop ce que j'aime. Ouais. Et du coup, après, je me suis fait prendre dans des hôpitaux différents. Vous passez 30 heures de transporter d'hôpitaux en hôpitaux, vous finissez au 15-20 à Paris, on vous dit que vous avez 7 fractures au visage, et surtout, que votre œil... Ouais, que du coup, j'ai perdu l'usage de mon œil, et du coup, c'est ça, parce que du coup, en gros, on a été envoyé dans chaque hôpital pour qu'ils essaient de faire quelque chose, mais un hôpital ne pouvait pas parce qu'ils avaient peur d'endommager ce qu'il y avait autour. Un autre hôpital, je sais plus trop, mais juste, du coup, ça s'est pas fait. Ils ont voulu nous transmettre dans un autre hôpital. Ça a été annulé pour nous renvoyer au final au 15-20, ce qui a fait que j'ai passé déjà 24 heures sans manger et dormir, en situation un peu d'urgence. Et du coup, dans la nuit du 29 au 30, on m'a refait manger. Et dans l'après-midi, du coup, je me suis fait opérer, ce qui a fait que j'ai dû passer aux alentours de 35 heures sans dormir, en devant rester éveillé, en situation d'urgence. Est-ce que vous ressentez quoi aujourd'hui ? Une des questions que je me pose, et aussi que je suis pas le seul, c'est est-ce que si juste j'aurais été pris en charge plus tôt, est-ce que j'aurais gardé l'usage de mon œil ? Et c'est l'une des seules grosses questions qui me tracasse, en fait, parce que du coup, je le saurai jamais. C'est la question que vous vous posez aussi, Agnès ? Oui, oui, bien sûr.
Ariel Halimi, juste évidemment, parce qu'il y a aussi des aspects d'enquête dans tous ces dossiers. Donc là aussi, dans cette affaire-là, une enquête a été ouverte. Est-ce qu'il y a des premiers éléments de cette enquête dont vous avez connaissance ? Oui, toujours de la même manière, à savoir par les témoignages ou les témoins ou la victime, Nathaniel, qui a été entendue. Et donc, on sait que les policiers ont été plus ou moins identifiés. Il y a une discussion sur le type de projectile, encore, à savoir soit un LBD 40, soit une grenade. Mais pour avoir un angle un peu plus général s'agissant des enquêtes, c'est extrêmement compliqué d'obtenir une identification. D'abord parce que souvent les policiers ne portent pas leur numéro d'identification, le RIO. Souvent parce qu'ils sont cagoulés alors qu'ils n'ont pas le droit d'être cagoulés. Souvent parce que les caméras de vidéosurveillance ne sont pas récupérées à temps. On a un service d'enquête qui s'appelle l'IGPN pour les policiers, l'Inspection Générale de la Police Nationale, qui là est impliquée d'ailleurs pour les deux affaires. Et pendant très longtemps, et c'est encore un peu le cas, l'IGPN ne faisait pas forcément tout le travail s'agissant des violences policières parce qu'ils considéraient que c'était moins grave que les autres délits et crimes commis par les policiers, parce que c'était dans l'exercice de leurs fonctions, parce que c'était l'usage de la force et de la contrainte. L'usage de la violence légitime, comme nous dit fréquemment le préfet de Paris. Et je pense que c'est un vrai problème. Et peut-être que c'est l'un des problèmes essentiels en matière de violence policière, c'est tant les policiers que les autorités politiques, que les autorités hiérarchiques pensent qu'ils ont effectivement le monopole de la violence légitime. Et ils le répètent à longueur de journée, alors que il suffit d'ouvrir un code pénal pour se rendre compte que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas de monopole de la violence légitime. Et quand un policier se retrouve face à Nathanaël, ou face à Virgile, ou face à Caroline, ou à d'autres, non, il n'est pas en situation de l'égalité absolue s'agissant de l'usage de la force ou de la contrainte, que c'est réglé et régi par des règles extrêmement précises, que toute violence est une infraction, toute violence est une infraction pénale, et qu'il faut qu'il y ait un fait justificatif, à savoir notamment une nécessité, proportionnalité pour faire usage de la violence. Quand on entend leur récit, on se rend compte que c'est pas le cas. Et vous, Nathaniel, vous avez été auditionné justement par l'IGPN, par la police des polices. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé... c'était très stressant déjà, parce que, comme j'ai dit, moi je me retrouve facilement intimidé. Et juste... je dirais que... je sais pas comment expliquer, mais juste on y va, il nous pose des questions, je réponds juste sur ce qui s'est passé et puis voilà, je sais pas, j'ai pas grand chose à dire. Ouais. Agnès, vous êtes venue aujourd'hui accompagner Nathaniel. Je crois que c'est vous qui avez incité Nathaniel à porter plainte. Oui. Et je crois qu'aussi dans une autre vie, vous avez travaillé au sein de la police. Alors expliquez-nous un petit peu, est-ce que c'est cette connaissance justement qui, quand vous avez vu Nathaniel revenir dans cet état, vous a dit allez, il faut porter plainte là, et pourquoi ? Non, le dépôt de plainte tout simplement, puisque moi en tant que juriste, on répond de ses actes. Donc effectivement au départ un dépôt de plainte contre X tant qu'on n'a pas identifié, et c'est ce que j'expliquais à Nathaniel. Policier ou non, effectivement, il faut qu'on sache ce qu'il s'est passé. Après, je dirais que en tant qu'ancienne fonctionnaire administrative en police, en revanche, effectivement, je voulais bien sûr porter plainte, mais j'avais des a priori, malgré tout, parce que l'inspection générale, la police nationale, les fonctionnaires de police qui travaillent au préalable ont travaillé également dans d'autres services. Oui. Et en police, il y a un sentiment d'appartenance très fort. Oui. Ce sont des êtres humains comme moi, infaillibles, bref. Oui. Donc c'est vrai que, comment dirais-je, je redoutais, oui, une forme de, comme vous en aviez parlé tout à l'heure, de criminalisation. Oui. C'est-à-dire essayer de vouloir à tout prix démontrer que Nathaniel, en fait, était un émeutier, ou alors qu'il s'était pris un tout autre projectile, mais qui n'était pas lancé par les forces de l'ordre. Est-ce que vous avez un message, vous, à lancer, justement, à des gens qui sont
ministre de l'Intérieur ou au préfet de police ou à des gens qui aujourd'hui gèrent la question du maintien de l'ordre en France. Quel message en tant que mère de quelqu'un qui a perdu un œil durant cet été, qu'est-ce que vous auriez à dire? Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous voulez dire? Déjà, premièrement, moi, si je ne me trompe pas, l'une des choses comment dire, c'est Maxime de la police nationale. Pour la patrie, il veille. Ah. Bon. Qu'en est-il? Bref. C'est inquiétant, hein, puisque aujourd'hui, on l'a vu dans les divers témoignages, on a vraiment l'impression. Alors, le mot est peut-être fort, hein, mais il y a vraiment, oui, il y a une scission, voire il y a une, je ne vais pas dire de guerre, mais une lutte. Vraiment, on a l'impression que d'un côté, nous avons la police nationale, enfin les forces de l'ordre, et de l'autre, aujourd'hui, la population en règle générale. Hein, et il y a une escalade. Il y a effectivement petit à petit une normalisation de l'usage de la violence. Ouais. Là, on dit jusqu'où on va aller, comme ça. Ouais. Bon, après, effectivement, moi, ce sur quoi j'ai envie également d'insister, c'est au niveau, oui, de la police nationale. Il y a des soucis, comment dirais-je, des attitudes, des comportements, effectivement, racistes ou discriminants, on va dire. Quel est, au niveau de la formation, qu'en est-il? Grand-chose. Et puis... Et vous posez la question de l'usage de l'emploi des armes. Vous, c'est ça votre obsession? Aussi. Comment on utilise les armes? Parce que bon, faut voir quand même. Pareil, le rappel, le LBD, si je dis pas de bêtises, vous avez 5 tirs obligatoires sur l'espace de 3 ans. 5 tirs. Bon. Les armes à feu, c'est 3 tirs par an. Question également, est-ce que, sachant que vous avez d'autres types de formations, par exemple en police, vous avez l'habilitation à la conduite rapide. L'habilitation à la conduite rapide, vous devez l'obtenir à condition d'avoir un certain score. Qu'en est-il pour les armes? Virgile, quand vous entendez le récit de Nathaniel et les demandes de sa mère, est-ce que vous avez l'impression que c'est la même histoire qui est racontée? Oui, enfin c'est peut-être pas la même histoire, mais en tout cas on voit que les choses se répètent et se répètent encore. Et on a l'impression que ça se répétera toujours. C'est pour ça que je pense qu'on est là sur ce plateau, pour faire en sorte que ça s'arrête. Elle a évoqué quelques points que je trouvais pertinents, notamment sur la formation des policiers et des gendarmes également. Et les gendarmes sont en général plus formés puisque c'est des militaires, mais les policiers beaucoup moins. Par exemple, comme exemple, on avait Caroline qui est enseignante. Je pense pas qu'à plusieurs hommes policiers il y ait besoin de lui fracturer la jambe pour maîtriser une femme. Donc ça prouve bien qu'il y a un manque de formation ou un manque de savoir-faire. Et du coup, on se retrouve dans des actes qui sont disproportionnés. C'est-à-dire que si jamais ils étaient bien formés, il n'y aurait pas tout ça. Merci beaucoup Virgile. Avant de passer dans un instant et d'accueillir d'autres invités avec David Perrotin, Pascal, on va faire un point sur évidemment une affaire qui a beaucoup marqué. C'est celle d'Eddy à Marseille qui a été blessé par la police, son crâne partiellement amputé. Et on se rappelle tous son témoignage sur Combini qui a particulièrement frappé les esprits. On a commencé à me frapper. Il y en a un qui était allongé sur moi, donc je pouvais pas bouger. Et il y en a qui m'ont frappé avec les poings, d'autres m'ont frappé avec les matraques. Je me suis fait casser la mâchoire. J'ai été dans le coma du soir jusqu'au lendemain, 17-18 heures. J'étais opéré de la tête. D'après eux, ils ont opéré un mort. Je suis resté 1 semaine en réa et ensuite je suis resté 2 semaines en neurochirurgie. Pascal, déjà, comment va Eddy aujourd'hui? Eddy a subi une nouvelle opération hier. Voilà, donc évidemment, de toute façon, les conséquences sont tellement dramatiques que la suite des opérations sera encore longue. Enfin, il a encore de nombreuses opérations à subir. Par rapport à l'enquête, donc 4 policiers ont été mis en cause à ce jour. Reste à évidemment déterminer le rôle également de la commandante. Le rôle également de la hiérarchie, puisqu'il y avait des ordres qui étaient donnés ce soir-là, et l'un des policiers explique qu'il percutait
les pilleurs. Et donc, évidemment, il faut comprendre quels étaient les ordres donnés par l'état-major à Marseille. L'ordre de percuter les pilleurs. En tout cas, en voiture. Ah non, percuter avec pardon. Mais percuter, percuter okay. avec des LBD, percuter okay. avec des armes. Et en fait, c'est ça aussi qui est important, je pense, dans les enquêtes aujourd'hui. On le voit, c'est remonter aux ordres qui sont donnés le soir des faits. Et je pense que, Maître Halimi, vous essayez maintenant de plus en plus, au cours des enquêtes, d'essayer de comprendre quels sont les ordres donnés aux policiers, parce qu'on peut parler effectivement d'un problème d'impunité à répétition, mais qui est voulu, qui est orchestré par des enquêtes malmenées par l'IGPN. Mais on peut parler également aussi d'une volonté d'aller au contact des manifestants lorsqu'il est question de manifestation, ou alors au contact de jeunes lorsqu'il est question de révolte. Et on a eu vous avez eu des affaires dans le cadre des Gilets jaunes qui signalaient que la préfecture de police de Paris disait il faut percuter les manifestants, et là encore... la même chose cette fois-ci. La même chose a l'air de se reproduire. Oui, et puis à Marseille, s'agissant de l'affaire de Eddy, il y avait même des instructions de viser les scooters, spécifiquement. D'accord. Ce qui a donné lieu d'ailleurs à la mort de Mohamed Ben Driss, et d'ailleurs qui a été touché, et on le sait aujourd'hui, par une munition de LBD 40. Et on sait aujourd'hui que ces munitions ne sont pas dites intermédiaires ou semi-létales, puisqu'elles tuent. Il faut le dire. Ces armes tuent. Et elles sont néanmoins utilisées. Ce que disait tout à l'heure Agnès est extrêmement important. C'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a deux camps qui se font face. La police et l'État d'un côté, la population de l'autre, mais pas de la part de la population. Là, ce que j'entends, moi, ce sont des victimes, et c'est très important de le dire, qui sont victimes, mais qui ne racontent pas que leur récit personnel, qui essayent de comprendre pourquoi et comment ça leur est arrivé. Et c'est le cas de pratiquement toutes les victimes de violences policières. Elles se mettent directement dans une attitude de compréhension, alors que, s'agissant de l'État, eh bien, je n'ai pas eu un mot de la part d'Emmanuel Macron, de M. Darmanin, de la préfecture de police, pour essayer de venir voir les victimes, un mot de réconfort, rien, parce que, dans leur esprit, ce sont des adversaires à partir du moment où ils ont été victimes de violences policières, forcément. Et je pense que c'est cette brutalisation, cette déshumanisation complète de la population à partir du moment où ils sont victimes de violences policières qu'il faut arriver à changer. Et évidemment, ça passe par une compréhension des ordres qui sont donnés. Pourquoi est-ce que l'État, l'institution policière, la hiérarchie policière donne des instructions de violence? Et c'est toute cette compréhension qui reste encore à faire. Juste une petite question, Virgile, je voyais acquiescer quand Henri Halimi parlait. Si certains, au sommet de l'État, pensent que vous et d'autres puissent être des adversaires, qu'est-ce que vous leur répondez? J'acquiesçais surtout parce que je comprenais et puis que ça se voit, puisque dans l'affaire, par exemple, d'Eddy, comme on parle de ce sujet-là, on a pu voir les policiers qui sortaient de garde à vue applaudis. Ouais, on va le voir tout à l'heure. Soutenu également par les préfets, etc. Donc ça montre vraiment que, comme le disait tout à l'heure Maître Halimi, que c'est quelque chose de systémique, que la hiérarchie est également impliquée et responsable d'une part de ces violences, et qu'il ne faut pas, en fait, il faut pas banaliser tout ça. Moi, je trouve ça très grave de gâcher la vie de quelqu'un et de le massacrer, si vous me permettez l'expression, et d'être applaudi. En fait, on nous applaudit. Ils rentrent à la caserne, on leur dit « Bien joué les gars, vous avez massacré combien de personnes aujourd'hui ?» Enfin, jusqu'où on va aller en fait? Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur notre plateau. David Perrotin va nous rejoindre. Il va te remplacer, Pascal. Merci à toi. Et avec lui, de nouveaux témoignages. David Perrotin, journaliste à Mediapart, m'a rejoint. Salut David. C'est toi qui vas présenter nos nouveaux invités. Adèle, vous avez 32 ans, vous avez été borgné à Angers le 3 juillet. Othman, vous avez 36 ans, vous avez été frappé à coups de matraque par plusieurs policiers à Marseille le 1er juillet. Rachid, c'est votre fils Mehdi, 21 ans, qui a été éborgné à Saint-Denis le 29 juin. Et Lucie,
Et Lucie Simon, vous êtes l'avocate de Mehdi, justement. Question pour tous les quatre. On a entendu tout à l'heure ces témoignages précédemment. Est-ce qu'il y a, c'est une question assez rapide, mais est-ce qu'il y a quelque chose, des mots, des phrases ou des souvenirs que ça a remué qui vous ont marqué, ce qu'on a entendu tout à l'heure dans le premier plateau, Othman? Non, pas grand-chose qui me marque, juste vite fait, un souvenir, c'est la même chose. C'est en fait les cris, la douleur. Et tous ces policiers, en fait, qui réagissent, en fait, en faisant les choses, pour eux, c'est normal, en fait, en deux mots. Voilà. Ils font Abdel, les choses normalement. pardon, ouais. Abdel. J'ai vu qu'aujourd'hui, par rapport à la violence policière, qu'aujourd'hui, sur ce plateau, que j'étais pas le seul. Du coup, aujourd'hui, je me rends compte de ce qui s'est passé. Et franchement, ça fait mal au cœur, quoi. Rachid. J'ai entendu vraiment des choses qui m'ont complètement touché. Je suis tout à fait d'accord avec le témoignage de Virgile, par exemple, ou Maître Halimi. Voilà. C'est un drame pour la victime elle-même, pour son entourage. Rien ne sera plus comme avant. Et puis, concernant les bavures policières, ce phénomène de disproportion en réponse aux manifestations et tout ça, c'est complètement pas juste, quoi. Lucie Simon. Vous êtes l'avocate, on le rappelle, de Mehdi. Oui. Je voudrais reprendre les mots de Virgile, la nécessité absolue de sortir de l'impunité policière, de sortir d'une forme de déni qui confine finalement à un certain mépris des victimes de violences policières, si on veut un jour que ça change, justement. Abdel, David l'a dit, vous avez 32 ans, ça s'est passé le 3 juillet à 21h, vous étiez à Angers. Oui. Je crois que dans la rue, il y avait des affrontements à ce moment-là entre des militants d'extrême droite et des gens des quartiers populaires ou des groupes antifa. Oui. Vous dites que vous n'y participiez pas et à ce moment-là, vous recevez un projectile qui s'avérera être un tir de LBD. Racontez-nous. Alors, ce soir-là, je devais rejoindre un ami pour aller manger. Et je me suis garé en bas de chez lui. Il m'a dit, vu que le centre-ville c'est à côté, du coup on a décidé de partir à pied. On est parti à pied vers le centre-ville. Et en arrivant vers le centre-ville, c'est une place qui s'appelle Place Saint-Bac. C'est là où on voit un groupe qui était à peu près une trentaine. Et parmi ce groupe-là, il y avait quelques-uns qu'on connaissait. Du coup, on s'est arrêté pour dire bonjour. On voulait se renseigner ce qui s'est passé. Et du coup, c'est là où on a compris qu'il allait y avoir un affrontement avec les gens du quartier, avec l'extrême droite. Et du coup, les rues ils étaient fermées par les policiers, du coup, nous, on ne pouvait pas passer. On a décidé de regarder ce qui s'est passé. Vous savez, l'humain, voilà, c'est plus fort que lui, il a voulu savoir ce qui se passe. Et de là, on a avancé, on voit que l'affrontement, il avait déjà commencé, on essaye de regarder. Les gens ils couraient à droite, à gauche, partout, il y avait les terrasses qui étaient... les bars qui étaient ouverts, du coup les gens ils se sont levés, ils sont partis en courant, ça courait à droite à gauche. Et là, on entend le tir. Ça a tiré une première fois. Après, nous, voilà, on n'avait rien à se reprocher, du coup on est resté, on regardait quand même ce qui s'est passé. Et le deuxième tir, malheureusement, je l'ai reçu dans mon œil. Vous avez eu plusieurs fractures au visage, le globe oculaire éclaté, il a fallu enlever l'œil. Il a fallu enlever l'œil, dans l'urgence, il a fallu enlever l'œil. Et après, une deuxième fois, une deuxième intervention, c'était une semaine après aussi. Il a fallu nettoyer parce que j'avais encore des douleurs. Et voilà. Pourquoi vous témoignez aujourd'hui anonymement? Aujourd'hui, je témoigne anonymement. Je n'ai pas l'habitude de passer dans les plateaux. Du coup, voilà, en même temps... j'ai pas envie de faire montrer en même temps mon œil. Comme vous pouvez voir, moi aujourd'hui, j'ai vu comme par exemple, j'ai vu Virgile sur le plateau avec son œil. Je suis fier de lui quand même. Je suis content qu'il l'assume. Moi aujourd'hui, je suis pas encore prêt à l'assumer tout ça. Ouais. Vous avez dit, je crois que c'était dans Libération. Ouais. J'ai perdu un œil. J'ai aussi un peu perdu la raison. La raison, bien sûr. Bien sûr, par exemple, des fois, par exemple, le soir, c'est fini pour moi, j'arrive même plus à sortir. Du coup, par rapport à l'œil, j'ai perdu l'habitude de sortir, de la conduite, de sortir avec les amis pour aller manger, donc j'ose même pas. Voilà. David Rachid, vous êtes donc le père de Mehdi.
qui a été borgné, je le disais, à Saint-Denis. Comment ça s'est passé? En fait, donc ça s'est passé la nuit du 29 au 30. Mehdi avait pour l'habitude d'être avec des amis à lui dans un parc, en fait. Et il n'y avait rien à ce moment-là, à cet endroit-là en particulier. Sauf qu'à un moment donné, dans la soirée, des policiers se sont rapprochés. Puis ils ont décidé de rentrer chacun chez eux. Mon fils était tout seul lorsque ça arrivait. Donc il s'est retrouvé face à face à un groupe de policiers. Et il a vu un des policiers, sans lui adresser la parole directement, le viser avec son LBD. Mehdi me dit que par réflexe, il a baissé la tête. Je sais pas, il pensait protéger son thorax ou je ne sais quoi. Et du coup, on lui a tiré en plein dans l'œil droit. Au jour d'aujourd'hui, il a perdu donc cet œil-là, la vue. Et puis, le pire dans l'histoire, c'est qu'on l'a laissé comme ça. Il a eu le réflexe, il y a une école juste à côté. Pour lui, il disait qu'il se protégeait en faisant ça. Il a eu le courage quand même de passer la grille, parce que les policiers avaient peur d'être chargés par la police, qu'ils en rajoutent encore plus, quoi. Et des gens l'ont secouru, l'ont emmené tant bien que mal, parce que c'est difficile de circuler dans le quartier, à l'hôpital le plus proche, en urgence. Donc je tenais d'ailleurs à remercier ces personnes-là, parce qu'ils se vidaient vraiment de son sang. Ça aurait pu être beaucoup plus... Ça aurait pu être pire, quoi. Voilà, c'est en gros ce qui s'est passé pour lui ce soir-là, quoi. C'est-à-dire que les policiers ne sont pas intervenus, l'ont visé, l'ont touché? Ah oui, tout à fait. Pour lui, de toute façon, moi je suis un petit peu ici pour représenter les parents des victimes en quelque sorte, parce que Mehdi, pour X raison, n'a pas pu se déplacer. Pour info, demain il se fait opérer, il a une opération assez lourde. De toute façon, quoi qu'il arrive, pour moi, c'est injustifié tout ça. C'est disproportionné. Peu importe à la limite ce que la personne a commise, sauf si bien sûr elle met réellement en danger le policier qui se trouve en face de lui, ça je peux comprendre. Mais bon, on a entendu plusieurs témoignages. Hein. Moi je connais une maman des Ulysses qui n'a pas pu venir malheureusement, qui elle avait peur pour sa voiture, est descendue, pareil, on lui tire dessus pour rien, quoi. Enfin voilà, ça va vraiment pas, quoi. C'est-à-dire que là ça va trop loin, je trouve. Voilà. Moi, je suis parti de ces gens-là. Moi, je suis pour la démocratie, mais je veux pas d'une démocratie autoritaire. Tout simplement. Et je suis pour la justice. Moi, quelqu'un qui commet une erreur, il n'y a pas de souci. Mais il y a des façons de faire. Ils ne sont pas obligés d'en arriver à ça, quoi. Quand on voit le nombre de tirs d'LBT qu'il y a eu rien que ces 2 soirées-là, c'est bien qu'il y a... On leur autorise de faire ça aussi. Et là, on sait de qui on parle, hein, ceux qui sont au-dessus d'eux. Bien sûr, je tiens quand même à préciser que je sais qu'il y a des bons policiers. Voilà, mais c'est comme partout, quoi. Tu auras toujours une minorité qui va dépasser les limites, je trouve. À l'époque de ces violences policières, à l'époque des violences pendant les révoltes, il y a eu un discours très stigmatisant du gouvernement à propos des parents. Donc, par exemple, Emmanuel Macron disait « J'appelle les parents à la responsabilité ». Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, disait « Il faut que les parents tiennent leurs gosses ». On a même un préfet qui a justifié et incité les parents à gifler leur enfant, c'est-à-dire 2 claques et au lit, le préfet de l'Hérault. Ce discours-là, cette stigmatisation-là, cette culpabilisation-là, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'insupporte totalement. Vraiment, bon, mis à part la tristesse qui est arrivée à mon fils, et en plus, par le biais de cela, moi j'ai rencontré d'autres victimes, d'autres témoignages et tout, et je me rends compte c'est énorme, quoi. Et puis, en fait, moi en tant que parent, oui, effectivement, ça m'a totalement choqué, tous ces discours, tous ces... Voilà, on nous montre du doigt, pour moi, excusez-moi de la façon de m'exprimer, mais pour moi, c'est mettre la patate chaude dans les mains des parents. C'est tout à fait inadmissible, parce que pour moi, l'État a quand même aussi sa part de responsabilité. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a sûrement des parents qui délaissent complètement leurs gosses, mais pour moi, ça reste une minorité. Mais sinon, dans la majorité des cas, les parents font tout ce qu'ils peuvent pour leurs enfants. C'est logique. Alors... Et puis cette façon aussi de se détacher du problème en disant oui, c'est forcément de la faute des parents. Non, je suis désolé. L'État a entièrement sa part de responsabilité. Je veux dire, nous, nos enfants, depuis qu'ils sont petits, on nous oblige à les mettre à l'école. Ok, on le fait. C'est pour leur avenir de toute manière. Mais donc c'est l'éducation nationale. On parle bien d'éducation, d'accord.
Nos enfants, parfois, ils sont plus souvent à l'école qu'à la maison. Les parents maintenant travaillent, tout est compliqué. Donc non, il y a une responsabilité aussi de la part de l'État, c'est clair. Donc voilà, moi je trouve ça un petit peu trop facile. Voilà. Je ne veux pas parler de ma personne comme ça, mais voilà, moi j'ai envie de leur poser la question. Voilà, moi j'ai 4 enfants, j'en ai une qui est professeur des écoles, j'en ai une qui veut devenir hôtesse de l'air, il y en a un qui fait une formation pour aider à la personne. Et Mehdi, lui en fait, il fait partie d'une association, il fait souvent les maraudes, genre de choses. Il avait des projets, ok, voilà. Il est comme tout le monde, il y a des défauts et des qualités, mais je veux dire, c'est pas le Capone, quoi. Il méritait pas ça, ok. Donc voilà, je trouve ça, pour moi, c'est une fuite en avant. C'est voilà, non. On entend le témoignage de Rachid, Lucie Simon. Il dit, Rachid, mon fils, c'est pas Al Capone, et en tout état de cause, il méritait pas ça. C'est une parole assez forte sur justement des violences policières qui parfois ont été de toute façon manifestement établies et disproportionnées par rapport à la nécessité d'intervenir éventuellement à un moment. J'entends 2 choses là dans les témoignages qui viennent d'être livrés. D'abord, les conséquences sur les victimes, c'est vraiment des vies qui vont basculer sur les victimes, mais aussi sur leurs proches, sur leurs familles. Et puis une incompréhension qu'on entendait aussi tout à l'heure. Mehdi, il n'avait rien dans les mains à ce moment-là. Il représentait aucun danger. Et la question juridique qui se pose, c'est celle du fait justificatif aussi. De pourquoi à ce moment-là, il y a une utilisation de la force. Est-ce que cette utilisation-là, elle est proportionnée par rapport à l'atteinte, par rapport à la menace à laquelle elle est censée immédiatement ou non répondre? Et ce qu'on entend dans ces différents témoignages qui s'égrènent et qui tragiquement se ressemblent, c'est qu'il n'y a pas de fait justificatif, qu'il n'y a pas de compréhension de cette utilisation de la force. Et c'est là qu'on en vient, et ce que le disait très justement mon confrère Maître Halimi tout à l'heure, à une question beaucoup plus politique, beaucoup plus large, beaucoup plus systémique. Pourquoi on a de telles violences quelles en sont les causes? Est-ce qu'elles sont uniquement de la hiérarchie? Est-ce qu'elles sont politiques? Est-ce qu'on a des problèmes systémiques de formation aussi de la police, etc. Et je voulais citer, c'était, je crois, la porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies qui, au moment des révoltes urbaines, épinglait un petit peu la France, en tout cas l'apostrophait, en disant « mais c'est le moment » pour votre pays, donc pour la France, de penser des discriminations, notamment raciales. Et là, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure dans le précédent plateau, au sein des forces de l'ordre. Et il faut que la force reste proportionnée. Proportionnée à quoi? Toujours à l'atteinte qui serait celle de personnes participant éventuellement à des émeutes. Et là, ce qui est évident à l'issue de ces témoignages, c'est qu'elle est totalement disproportionnée. Alors, Lucie Simon, vous posez la question, pourquoi une telle violence? Justement, peut-être parce qu'elle est d'une certaine façon légitimée, d'une certaine façon, en tout cas pas niée en haut lieu. On s'en rappelle, après la mort de Nahel, les images de son décès ont évidemment beaucoup circulé. Et à ce moment-là, dans un premier temps, bien sûr, le ministre de l'Intérieur a reconnu la responsabilité du policier qui a tiré. Nous avons évidemment vu les images comme les Français de ce tir effectué par ce policier qui a manifestement conduit à la mort de ce jeune homme. Le policier est mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire, mais une cagnotte pour le soutenir, lui et sa famille, est lancée le 30 juin par le chroniqueur de CNews, Jean Messia. C'est lui qui a successivement conseillé Marine Le Pen et Éric Zemmour. Jean Messia qui souhaite ainsi soutenir la famille du policier qui, je cite, a fait son travail, dit-il, et qui paye aujourd'hui le prix fort. Cagnotte de la honte, écrit alors notre consoeur Marine Turki sur Mediapart. Tandis que, à ce moment-là, la révolte et les émeutes se poursuivent, que le débat politique et médiatique s'emballe pendant des jours et des jours, eh bien, le 30 juin, les syndicats majoritaires de la police, UNSA et Alliance, publient un tract où ils dénoncent, je cite, les hordes sauvages et, je cite encore, les nuisibles. Dans ce climat très tendu tout au long du mois de juillet, 4 agents de la BAC sont alors déférés à Marseille pour l'agression du jeune Eddy, dont on a un peu déjà parlé tout à l'heure. Le 20 juillet, ils sortent de l'IGPN, la police des polices à Marseille, avec une aide d'honneur de leurs collègues. Les policiers sont sortis de garde à vue ce matin sous les applaudissements de leurs collègues venus les soutenir devant les bureaux de l'IGPN.
Et dans Le Parisien, 3 jours plus tard, le patron de la police nationale, Frédéric Vaux, prend parti. Un policier, dit-il, n'a pas sa place en prison. Je suis venu apporter aux policiers un message de soutien, dit-il dans Le Parisien, de la part du ministère de l'Intérieur, de la part de moi-même. Lors des émeutes, les policiers sont souvent intervenus dans un contexte de chaos total. On ne peut pas s'abstraire de ce contexte. Des propos qui ont été dénoncés dans certaines parties de la société, mais soutenus par le préfet de police de Paris et par le ministère de l'Intérieur, par le ministre de l'Intérieur. Selon l'Élysée, rappelons que selon l'Élysée, quand même, 900 policiers ont été blessés durant les révoltes et les émeutes qui ont suivi la mort de Nahel David à Marseille. À propos de cette et d'honneur, d'une certaine façon, des policiers à Marseille, les collègues d'Eddy, toi, tu as parlé et du déshonneur. Pourquoi ? Oui, parce que, en fait, on a parlé d'Eddy tout à l'heure, mais en fait, il faut voir qui ces gens soutiennent. Il faut voir qui le ministre de l'Intérieur soutient, qui le préfet de police de Paris soutient. Ils soutiennent, il faut égrener le CV de ces policiers. C'est-à-dire que vous avez, on l'a dit, les violences contre Eddy, qui a perdu une partie de son crâne. Évidemment, c'est en cours d'instruction, mais vous avez une vidéo, vous avez des éléments. Et leur CV, c'est aussi, vous avez David B, qui est impliqué dans l'affaire d'Angelina, on l'a dit tout à l'heure, mais vous avez Christophe L, qui a été mis en cause avant pour atteinte à la dignité, harcèlement sur conjoint, violence sur des personnes. Vous avez Boris P, pareil, qui a été mis en cause pour des affaires de violence. Donc on n'a pas, d'une part, des policiers exemplaires, et après, en fait, on a un renversement magistral de la situation. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'indignation pour ce qui se passe et pour les victimes de violences policières, on n'a pas d'empathie pour eux, on n'a pas de mots de réconfort, Harry Halimi le disait tout à l'heure, mais en plus de ça, on a un soutien très fort du jamais vu, en fait. C'est-à-dire qu'on a vu parfois des soutiens éparses de syndicats de police, on sait la radicalité du syndicat Alliance, mais là c'était quelque chose où vous aviez les plus hautes institutions de l'État, le préfet, le ministre de l'Intérieur, qui soutenaient ces policiers alors qu'ils étaient sous le coup d'une enquête. Il faut imaginer le ministre de l'Éducation soutenir des profs qui auraient laissé pour mort des élèves. Il faut imaginer le ministre de la Santé soutenir des soignants ou en EHPAD qui auraient laissé pour mort des patients. Et donc tout ça pour dire que il y a quelque chose qui a été torpillé dans tout ça. C'est juste un propos d'Emmanuel Macron qu'il avait dit pendant la campagne, je crois que c'était sur le plateau de Mediapart, il avait dit, quand il y a des affaires de violence policière, il faut mettre en cause la hiérarchie. C'est pas pensable d'avancer sans mettre en cause les gradés ou les hiérarchies. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On défend l'indéfendable et on défend la hiérarchie quand il y a des cas de violence policière. Abdel, qu'est-ce que tout ça vous a inspiré ? Je vois qu'il y a de la violence partout, mais comme j'ai vu les applaudissements des policiers à Marseille, moi je trouve ça que ça peut créer des haines, ça peut créer une haine contre des bons policiers, parce que vous dire la vérité qu'il y a des policiers qui sont violents, comme il y a des policiers qui font leur travail. Mais quand je vois ça, je me dis, faut pas donner cette image-là, parce qu'il y a pratiquement toute la France qui regarde la télé. Et en voyant cette image-là, ils peuvent mélanger même les bons policiers avec les mauvais. Oui, Simon, c'est ça, l'exemple, le mauvais exemple vient d'en haut d'une certaine façon. Exactement, ce que je vois. Par exemple, moi, quand je regarde avec mes parents... Alors c'est Abdel qui répond, après Lucie. Excusez-moi. C'est aussi qu'on se voit pas, Abdel, donc c'est pas très pratique, voilà, mais c'est... Allez-y. Par exemple, moi, j'ai regardé cette vidéo avec mes parents. J'ai vu que mes parents, comment ils ont vu cette image-là, ils disaient c'est pas possible, comment ils peuvent applaudir ça, ça veut dire ils sont pour ce qui s'est passé. Ils sont pour cette violence-là. Et quand on regarde ça, franchement, ça fait mal, quoi. Lucie Simon. Merci. Ce qui est en train de se créer, c'est une fracture de société. C'est de ça, en fait, dont on parle. Et légitimer comme ça une justice à deux vitesses, c'est non seulement contraire à la loi qui doit être évidemment la même pour tous, mais ça crée, c'est très juste ce que dit Abdel, c'est-à-dire quelles sont les conséquences de coups de com', parfois comme celui de M. Darmanin ou d'autres politiciens, parce qu'il s'agit de répondre dans l'immédiateté ou de répondre parfois à une demande aussi des lobbies des syndicats policiers. Quelles sont les conséquences ? C'est une rupture de la confiance entre la population et la police, évidemment, une rupture aussi, ou du moins une dégradation de la confiance de la population vers la justice, et c'est tout simplement, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme, absolument
indécent. Othman, tout ça, ça s'est passé dans votre ville, Marseille. On va revenir dans un instant évidemment sur ce qui vous est arrivé le 1er juillet sur la place Jean Jaurès à Marseille. Mais en tant que Marseillais, que citoyen et aussi personne victime de violences policières en ce mois de juillet, qu'est-ce que ça vous a inspiré justement cette cagnotte, le soutien des policiers au plus haut niveau des autorités de notre pays? Inspirer, c'est un grand mot. Ça peut pas m'inspirer, ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé, en tout cas? J'ai du dégoût, en fait. Tout simplement, je vais être clair, moi. J'ai du dégoût. Ça me dégoûte. Faut pas avoir peur des mots. Ça me dégoûte. Depuis quand on va enlever la moitié d'un crâne à un mec et derrière, on prend une cagnotte énorme. Pas de 10 000 euros, mais elle est énorme, la cagnotte. Ça me dégoûte. Des applaudissements derrière, ça me dégoûte. Je me dis, en fait, c'est pas des êtres humains. On marche sur la tête. C'est un film. C'est un film. Réellement, c'est un film. Et je me sens pas en sécurité, tout simplement. Après, je comprends pas, mais maintenant je comprends pourquoi certaines personnes n'appellent plus la police. Parce qu'ils se sentent même pas en sécurité. Simplement. Alors, vous, c'était le 1er juillet, je l'ai dit, place Jean Jaurès, qu'on appelle à Marseille La Plaine, devant un tabac qui venait d'être pillé. Vous étiez dans ce bar à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous sur la place Jean Jaurès à Marseille ce soir-là? Alors, moi, mon cas n'est pas comme celui des autres. Moi, j'ai été spectateur en premier. Et ensuite, je suis rentré dans un bar tabac. Comme j'ai dit, sur le coup de l'euphorie, mais je vais enlever l'euphorie. Je suis rentré dans un bar tabac. J'ai commis un délit. On va parler court. Parce que si je prends un paquet de cigarettes, une clope ou 3 cartouches, c'est un délit. Donc, on va faire court. J'ai commis un délit. Mais je ne mérite pas la mort. Et vous avez l'impression d'être passé tout près de ça? Mais j'ai pas l'impression. Je suis passé à côté de ça, réellement. Mais j'étais pas conscient, en fait. J'étais pas conscient de la gravité des blessures. J'étais vraiment pas conscient, en fait. C'est quand je regarde les certificats, 4-5 jours après, je regarde les certificats médicaux des urgences, que je me dis, waouh, j'ai pris cher. Mais vraiment, j'ai pris cher. C'est pas une bagarre. Parce que dans ma tête, c'était une bagarre. Oh, c'est une bagarre. On s'en fout. Mais c'était pas une bagarre. On va regarder une vidéo de votre agression. Elle a circulé sur les réseaux sociaux. Elle a notamment été relayée par le site marseillais, notre partenaire Mers Actu. On y voit, voilà, ce groupe de policiers assez nombreux, vous, roués de coups. Et là, c'est vous un peu plus tard, au moment de votre prise en charge par les pompiers. Voilà, on vous voit par terre. Othman, je sais pas, j'imagine qu'il y a très peu de souvenirs de cette nuit-là, mais il y a beaucoup de policiers autour de vous. Non, je me rappelle exactement ce qui s'est passé. Juste passé une période, j'ai eu un trou noir, mais je me rappelle de tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais rendez-vous avec 2 amis, une copine, pour aller boire un coup sur la place Jean Jaurès. Bon, on décide d'aller là-bas parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. On sait que c'est un petit peu le Hawaï sur Marseille, dans le centre-ville et tout. On avait vu les camions de CRS, des poubelles brûlées et tout ça. On a décidé de se retirer un peu plus sur le côté, on va dire, au niveau de la plaine. On a commencé à consommer dans une brasserie. Moi, j'ai pris un café, bon, on a consommé. Et d'un coup, on voit une foule de personnes arriver sur un bar tabac. Ils arrivent sur le bar tabac, moi j'ai tout de suite compris. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait le touriste, quoi. J'ai commencé à filmer, je filme. Et là, je suis honnête, je filme, je vois que y a des gens qui sortent avec des cigarettes, tout ça et tout. J'attends, je regarde, il n'y a plus personne. Je vois des paquets de cigarettes dans la rue, partout. Je décide d'en ramasser 1, 2. Le bar tabac, il est ouvert, je rentre dedans. Je ramasse 3-4 paquets de cigarettes en plus et je sors. En fait, quand je suis sorti du bar tabac, directement, mais il n'y a pas eu de police ou quoi que ce soit, il n'y a pas eu de « Hé, oh, toi là-bas ». Non, il n'y a rien eu, c'était un coup de matraque dans la tête directement. Et vous
vous avez vu la vidéo. Ensuite, ça a été des coups de pied, et voilà, trou noir. D'ailleurs, David, les témoins que tu cites dans un article de Mediapart ont fait état d'une grande violence contre Othman. Oui, alors c'est surtout Mars Actu qui a mené une enquête très sérieuse avec beaucoup de témoins. Donc vous avez par exemple un riverain qui a vu la scène, qui dit: nous voyons les policiers interpeller les hommes, dont un de manière très violente, c'est vous. Ils l'ont jeté au sol immédiatement, frappé, c'était direct. Ils l'attrapent, ils le matraquent, ils étaient 5 sur lui. Vous avez un autre témoin qui dit: il ne se débattait pas, donc vous ne débattiez pas, il ne rendait pas les coups. À un moment, je vois ses jambes qui bougent et après elles ne bougent plus. Et un dernier témoin, enfin un autre encore, qui dit: j'ai pensé qu'il voulait littéralement le réduire en bouillie. Les passants inquiets leur criaient d'arrêter, mais les policiers continuaient de le frapper. Donc c'est-à-dire que vous avez vraiment une violence sidérante qui s'est déployée sur vous. Trauma crânien, éclat de fracture au visage. Exactement, moi j'ai pas compris. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand je suis sorti du tabac, j'avais la tête baissée, j'ai pris un coup de matraque. Et automatiquement, mon instinct à moi, je me suis dit: Othman, il faut que tu cours. Bon, j'ai essayé de courir, j'ai pris des coups dans la foulée, mais il y a un truc qui m'a freiné sec, c'est un policier qui m'attrape par les hanches, qui me soulève et qui m'éclate par terre. De là, j'arrive plus à bouger. Je suis honnête, j'arrive plus à bouger et je me vois en prison, en fait. Je vais être honnête avec vous. Pour quelques paquets de cigarettes, je me vois en prison. Mais non, ça s'est pas passé comme ça, en fait. Les coups ont suivi, j'ai perdu connaissance et je me suis réveillé en train de me baigner dans mon sang, en fait. Othman, vous l'avez dit d'ailleurs dans cet article de Mars Actu, vous avez un casier judiciaire, on va dire, c'est quoi votre expression, qui est assez fournie? Non, vous dites il est important. Des vols à l'arraché, une affaire aussi de violence conjugale sur votre ex-compagne. Ce soir, des gens qui vont vous regarder ou d'autres peuvent dire: écoutez, d'une certaine façon, c'est bien fait pour lui. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre? Oui, j'aimerais répondre à ces personnes-là, et avec plaisir même. Avec un grand. Je dis pas que je le prends à mon compte, hein. Je dis que c'est ce que. Avec un grand sourire, je vais répondre parce que moi, oui, j'ai eu un passé. On n'a pas choisi sa vie. On a tous fait des erreurs. Ils peuvent dire aussi que vous avez été là au mauvais moment et qu'il ne faut pas, dans ce contexte-là, traîner au moment. C'est beaucoup ce qu'on a entendu pendant ces. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je rejoins un monsieur qui parlait d'Al Capone. Même Al Capone ne mérite pas la mort. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. On a tous le droit de changer. Mais si tu me coupes dans mon élan et tu me laisses pas changer, tu me secoues pas, tu me dis: eh oh, ça c'est pas bon ce que tu viens de faire. Je changerai pas, mais je vais mourir en fait. C'est toi qui décides de. Non, je suis pas d'accord. Il y a un truc que je dois relever, qui est super important pour moi, c'est que je savais pas que dans les rangs de la police française, on avait des formations comme ça. Ou je savais pas, peut-être que la France a remis la peine de mort, mais j'étais pas au courant en fait. Le site Mars Actu, encore lui, a révélé fin août, donc plus récemment, un coup de fil entre vous et un policier qui se fait appeler Pascal. Oui. C'est un policier qui vous connaît, qui était présent le soir de l'agression, qui a d'ailleurs été mis en cause dans cette affaire. Et dans cet entretien qu'on va écouter, ça mérite de l'écouter un petit peu, il vous dit de ne pas porter plainte et de ne pas parler à ce qu'on appelle la Legal Team, qui défend les victimes de violences policières. Leur but, c'est de foutre les policiers en prison. C'est les mecs de LFI, là, de Mélenchon, les mélenchonistes. Mais tu sais ce que tu dis à ton collègue qu'il va se faire enculer, je dépose ta plainte et je suis pour la police. Terminé, ils vont plus te chercher. Donc, ouais, ben, vas-y. Je te dis, ils vont t'apporter que des soucis parce que ils vont te forcer à faire des choses que tu veux pas et tu vas le regretter et surtout, tu vas passer dans les fourneaux. Je veux pas ça, moi, je veux pas ça. Comme quoi t'es un cambrioleur, comme quoi t'es un émeutier. Et je te le dis, hein. Et après, il va te dire, bah, allez, dépose plainte, et après, ça me fait obligé de le faire. Fais gaffe, hein. Et alors que dans votre dossier, une enquête de la police des polices est en cours, le policier vous enjoint clairement de ne pas déposer plainte. Et même si on dit quelque chose, non, mais parce que j'ai fait un petit malaise, et les policiers m'ont appelé les pompiers, c'est tout, tu parles pas ce que tu as eu, tu as passé la nuit à l'hôpital, tu dis, je fais un petit malaise parce qu'il faisait chaud, et j'ai pris un coup sur la tête, mais rien de grave, et je ne veux surtout pas déposer plainte contre la police, jamais de la vie. Non, n'écoutez pas ça. Moi, j'ai jamais eu de problème avec vous, vous m'avez jamais touché. Voilà, et s'il y a quelque chose, c'est juste peut-être je me suis embrouillé avec un mec dans la rue, on s'est foutu dans la gueule et point. Voilà. C'est un truc de fou. Voilà, c'est encore mieux. C'est la version qui lui correspond. Il voulait pas que vous portiez plainte, vous l'avez fait malgré tout. Pourquoi? Je l'ai fait parce que déjà à la base je comptais pas le faire. Je vais être honnête avec vous, je comptais pas le faire. Moi, quand je me suis fait éclater, je me suis retrouvé dans le camion de pompiers. Je me suis dit, Othman, tu vas pas rentrer en prison vu qu'il t'envoie des appels de phare.
Parce qu'il rentre dans le camion, il me dit oh putain, t'es là, toi? Je lui dis j'ai pas volé. Il s'appelle Pascal. J'ai pas volé, Pascal. Il me dit si, on t'a vu, je t'ai vu. Je dis mais de toute façon, après ce que je vais rentrer en prison. Il me dit après ce qu'on vient de te faire, tu vas pas rentrer en prison. Après cette phrase-là, j'ai tout de suite compris que voilà, il va essayer de m'acheter, il va essayer. Je me suis dit, je m'en fous, je vais pas porter plainte, laisse-le dans son délire, continue ton job, laisse-moi tranquille en fait. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu porter plainte? Sincèrement, je vois Edji, Mohamed. En fait, il y a des mères qui pleurent. Moi, ma mère, elle m'a vu, elle a pleuré. Moi, ma mère, elle m'a accouché avec un visage parfait pour elle. Vous comprenez? Quand je rentre le soir à la maison, elle me voit pas comme d'habitude. C'est pas comme d'habitude. Son regard, il a changé. De toute façon, moi, ma vie, elle a changé. Et je me dis, moi, ma mère, elle réagit comme ça. Mais j'imagine, Edji, il est en train de se faire opérer. Sa mère, elle doit pleurer tous les jours. Il faut faire quelque chose. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai décidé de porter plainte avec des preuves. Mais des preuves full. Je veux pas seulement avoir des vidéos comme tout le monde. Parce que c'est un fonctionnaire qui est devant moi. Et sa parole, elle pèse plus que moi, ancien délinquant. Vous comprenez? Il me faut plus que ça. Dans la plupart des affaires dont on parle ce soir, il y a des enquêtes de la police, des polices. Vous, Rachid, par exemple, est-ce que vous en attendez quelque chose? Bah oui, quand même. Je trouve que c'est la moindre des choses d'aboutir à... Il faut trouver une issue à tout ça. Déjà, ce ne serait que psychologiquement... Quel message vous avez envie de leur lancer aux gens qui enquêtent en ce moment sur ces affaires-là? Déjà qu'on compte sur eux pour le mener à bien et puis vraiment le faire sérieusement. Parce qu'il faut vraiment... après, dire qu'il soit sanctionné, oui, si à la... Voilà, c'est bien d'aller à l'impunité, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est quelque chose que je supporte pas aussi. Et non, mais ce que j'attends, c'est voilà, que justice soit faite, mais vraiment dans le bon sens du terme. Parce que, voilà, je vais encore entendre le témoignage de Othman. Franchement, c'est scandaleux, quoi. Je veux dire... Et de toute façon, il y a vraiment un malaise, on sent. Puisque, en fin de compte, on réalise au jour d'aujourd'hui, et ça date déjà, ça a commencé avec les Gilets jaunes. Que je sache, les Gilets jaunes, pour la plupart, c'était des papas et des mamans qui manifestaient pour certaines choses. C'était pas, entre guillemets, des racailles et tout. On sait le nombre de personnes qui ont été éborgnées, blessées et tout ça. Ensuite, il y a eu la réforme des retraites, c'était pareil. Bon, là, il se trouve que c'est suite à des émeutes. Mais les émeutes sont dues, c'est une sorte de manifestation quelque part, parce que la plupart de ces émeutiers-là, je ne suis pas pour ce qu'ils ont fait, bien sûr. Moi, le premier, j'aimerais pas qu'on prenne ma voiture ou l'école du quartier. Mais c'est leur façon de revendiquer une certaine colère aussi. Après, il y en a sûrement qui en ont profité justement pour piller, faire certaines choses. Mais la plupart de ces jeunes-là, pour en revenir à eux, c'est des gens qui ont un gros problème avec l'autorité depuis très longtemps, puisque souvent ils se font contrôler pratiquement pour rien, et puis pas contrôler d'une bonne manière. J'ai eu plein de témoignages, mes propres garçons eux-mêmes. Voilà, moi je ne vais pas m'étaler. Défiance par rapport à la... Voilà, c'est ça. Et en fait, pour moi, tout ça, c'est contre-productif, en fait. Voilà. Par exemple, ce qui est arrivé à Othman, voilà, je dirais, il aurait mieux valu le prendre normalement. On n'était pas obligé de le tabasser. À la limite, d'avoir une bonne discussion après avec lui, ou je sais pas, ou enfin voilà. Abdel, quel message vous voulez passer ce soir? On arrive à la fin de cette émission. Moi, je veux juste que les policiers, qu'ils admettent ce qu'ils font. Parce que je comprends pas pourquoi ils font ça. Je veux juste qu'ils disent pourquoi ils ont fait ça, qu'ils assument, qu'ils essayent même pas de renverser les rôles. Parce que moi, aujourd'hui, là, j'ai fait une audition, je sais pas ce qui se passe encore dans l'enquête, on sait pas plus, j'ai fait juste une audition. Mais j'ai l'impression qu'ils essayent de inverser les rôles, de m'incriminer. Dans cette histoire, j'ai l'impression que c'est nous les fautifs. Enfin, c'est moi, et je parle pour tout le monde aussi. J'ai l'impression que c'est nous les fautifs. Et ils essaient de nous rendre nous les fautifs. Mais j'aimerais qu'ils assument, quoi. Qu'un jour, qu'ils disent, oui, on a fait l'erreur. On est fautifs. Mais j'ai l'impression que ça va jamais changer. Ça va jamais changer avec tous les témoignages qu'il y a, avec toutes les vidéos. Aujourd'hui, grâce avec les réseaux sociaux, on dit que c'est pas bien, mais même avec les réseaux sociaux, avec toutes les vidéos, les témoignages qu'il y a, mais j'ai l'impression qu'on s'en sort jamais avec eux.
David, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, sur l'IGPN, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le travail de l'IGPN, on ne peut pas conclure et préjuger l'issue des enquêtes, mais en fait, il y a aussi quelque chose de très symbolique, c'est-à-dire que quand vous regardez des affaires, si vous regardez les Gilets jaunes, vous avez des affaires emblématiques comme Jérôme Rodriguez qui sont pas terminées, vous avez le producteur Michel Zecler qui avait été tabassé il y a 3 ans, ça patine toujours, et donc du coup, il y a quelque chose aussi pour la population on associe l'IGPN aussi à cette défiance. Et alors, j'en parle pas d'une affaire comme la vôtre où on essaie d'acheter votre silence avec un téléphone portable. Et du coup, je vais poser une question à vous, maître. Est-ce que c'est pas ça aussi la fracture? C'est-à-dire qu'on dit toujours, les gens se radicalisent, on déteste la police, etc. Mais est-ce que là, il n'y a pas un puissant problème où on a vraiment l'impression que c'est ce que vous disiez, 2 corps à part, et qu'il y a quelque chose, il y a une machine qui permet cette impunité? Et ce sera le mot de la fin. Dommage. Plusieurs choses dans ce cas-là. Il y a évidemment la question de l'indépendance de l'IGPN. Comment est-ce possible que d'autres policiers enquêtent sur d'autres policiers et comment justement ces enquêtes peuvent être menées justement à terme avec des nécessités d'impartialité et d'indépendance. C'est très important. Moi, je voulais revenir quand même sur un point parce que là, on parle de ces violences policières dans le cadre des révoltes urbaines. On fait le lien avec les Gilets jaunes, mais il y a quand même des particularités. Et je pense notamment au maintien de l'ordre et aux effectifs, ou plutôt aux unités spéciales, aux unités d'élite qui ont été utilisées. Et ça, je crois que c'est assez important. On va avoir la BRI, on va avoir le GIGN, on va avoir le RAID, qu'on va voir. On va avoir aussi des armes spécifiques, des blindés, le Centaure, 14 tonnes,5. On va avoir un hélicoptère, on va avoir des beanbags. Et tout ça, ça a des conséquences. Ça a des conséquences déjà sur le récit, sur les images. Ce sont des images de guerre. On va prendre aussi des factions, enfin le GIGN, etc., donc ces forces spéciales ou ces forces d'élite qui normalement sont utilisées pour des questions de prise d'otages, de go fast, de grand banditisme. Et là, on les envoie dans le cadre du maintien de l'ordre. Conséquence, je disais, dans l'image qui veut être véhiculée par le ministre de l'Intérieur, qui parle aussi d'une volonté psychologique par l'utilisation de ces forces-là, mais aussi sur les personnes. Je pense notamment à l'affaire de Mohamed, qui a été citée tout à l'heure, Mohamed B, il me semble, qui met en cause le RAID. Qui est mort. Qui est décédé. Une des personnes, je crois l'avoir lu dans un article de Libération ou de Mediapart d'ailleurs, un des mis en cause va dire, des mis en examen va dire, mais en fait, on ne comprenait rien à ce qui se passait. Autrement dit, on n'est même pas formé au maintien de l'ordre. Et autre point que je voudrais aussi aborder brièvement, toujours dans cette volonté presque d'une mise en place un peu spectaculaire, que ce soit dans le maintien de l'ordre ou que ce soit aussi dans la justice. Je pense notamment à la circulaire de Dupond-Moretti du 30 juin. Qu'est-ce qu'elle dit, cette circulaire? Elle demande une réponse ferme, rapide, ferme et systématique. Et ça, c'est contraire, et contradictoire au principe, évidemment, d'individualisation des poursuites et de la peine, au principe aussi d'indépendance de la justice. Et on va avoir le 18 juillet le ministre de la Justice qui va se targuer de manière, je trouve, là encore assez indécente, sur RTL, je crois, qui a eu 95% de condamnation. Mais là encore, on est uniquement sur du temps court, sur du temps long, qu'on ait eu autant de personnes qui ont été envoyées en prison. Et je reprends ce que disait Othman tout à l'heure et qui était évidemment très sensé, de dire oui, c'est un délit, je vole une cigarette, c'est un délit, je purge ma peine, en gros. Mais là, on a eu une justice qui qu'on a voulu être une justice exemplaire, dans des comparutions immédiates pour la plupart, donc une justice expéditive, etc. Et ça aussi, il faut le dénoncer parce que la prison, ça brise des parcours de vie, comme les violences policières brisent des parcours de vie. Et je pense que c'est tout ça ensemble qu'il faut penser sur les révoltes urbaines et pas uniquement, évidemment, les victimes de violences policières, c'est un tout. Ouais, on en a bien parlé d'ailleurs évidemment sur Mediapart de ces comparutions et d'ailleurs elles se poursuivent en ce moment notamment pour des mineurs et donc c'est des dossiers évidemment qu'on va continuer à suivre à Mediapart. Merci beaucoup à vous tous et toutes d'être venus ce soir dans notre émission. Merci à vous qui nous regardez. Vous le savez, cette émission elle est en accès libre. Elle n'est possible que si vous vous abonnez, donc abonnez-vous à Mediapart si vous le pouvez. À très vite sur Mediapart toujours. Bonne soirée.